Bonjour à tous et bienvenue à la table numéro 2, la table ronde numéro 2 du Forum des énergies renouvelables, emploi des jeunes, qui est consacré aux énergies renouvelables et à l'emploi des jeunes au Togo, en Afrique subsaharienne. Nous avons aujourd'hui un très beau panel de 5 intervenants, donc une qui va nous rejoindre pour évoquer ces sujets. Un sujet qui nous tient particulièrement à cœur et qui est très important, c'est quelle est la vision des énergies renouvelables pour le développement durable au Togo, en Afrique de l'Ouest. Résolument engagé en faveur d'une politique respectueuse de l'environnement et soucieux d'assurer son indépendance, le Togo investit dans la recherche et le développement des énergies renouvelables. La politique énergétique du Togo vise une préoccupation majeure, celle de permettre à toutes les couches de la population de disposer d'une source d'énergie à moindre coût. Et à ce titre, le Togo espère parvenir d'ici 2030 à l'électricité pour tous, une initiative, une ambition qui nécessitera de grands moyens. Dans ce cadre-là, les énergies renouvelables, comment contribuent-elles au développement durable? Comment contribuent-elles au développement de l'activité? Pour évoquer ce sujet aujourd'hui, nous avons un très beau panel. Je vais commencer par M. Aloudia. Monsieur Aloudia, donc vous êtes de nationalité sénégalaise. Vous êtes représentant du PNUD au Togo. Vous disposez de plus de 15 ans d'expérience dans la pratique du domaine du développement durable en Afrique et vous dirigez depuis 2014 les programmes du PNUD, donc justement en Afrique. Précédemment, vous avez eu plusieurs expériences fructueuses avec d'autres agences du système des Nations Unies, telles que l'UNOCHA, l'UNIS et DR. Bienvenue, Monsieur Dia, dans ce panel. Monsieur Christian Tokoro, vous êtes directeur des études et développement de projets à la SABER ABREC. Vous avez rejoint le Fonds africain des biocarburants et des énergies renouvelables, donc FABER, en qualité de chargé de projet, après un passage dans une ONG, et puis également comme enseignant en énergie renouvelable et en maîtrise de l'énergie à l'université d'Agoé-Nivé, à Lomé. Vous êtes donc directeur des études et du développement de projets, chargé de la mobilisation des financements à la Société africaine de biocarburants et des énergies renouvelables, CIS, à Lomé, Togo. Bienvenue, Monsieur Tokoro, dans ce panel. Nous avons également Monsieur Huard, qui est avec nous aujourd'hui. Monsieur Huard, vous êtes directeur du développement du groupe général du solaire. Vous êtes diplômé de l'école polytechnique et de l'université de Cambridge. Monsieur Huard, vous avez débuté votre carrière comme consultant en stratégie chez Bell & Company et vous avez rejoint la stratégie générale du solaire, la Société générale du solaire, le groupe général du solaire, pour développer l'activité des grands projets en France puis à l'international, avec plus de 1 gigawatt de projets solaires en développement. Le groupe général du solaire, vous y reviendrez, propose des solutions de production d'énergie solaire avec stockage pour répondre aux besoins industriels des populations rurales non raccordées au réseau électrique. Vous avez évoqué, effectivement, vous avez des grands projets en Côte d'Ivoire, au Bénin, au Togo, au Sénégal et puis au Cameroun. Monsieur Dabla, finalement, vous êtes, comme vous l'aviez évoqué, en premier lieu togolais. Vous travaillez à l'IRENA, qui est une organisation intergouvernementale fondée en 2009, dont la mission est la promotion des énergies renouvelables à l'échelle mondiale. Vous êtes le programme officer de l'IRENA en charge de l'Afrique subsaharienne. Vous avez rejoint cette organisation en 2016. Avant cela, vous avez travaillé à la World Wind Energy Association et dans d'autres organisations non gouvernementales. Vous êtes le titulaire de plusieurs masters en Allemagne, en Hollande, également en Espagne. Bonjour à tous. Nous attendons Madame Nabiliou qui doit nous rejoindre dans un temps qui va être très, très proche. La première question que j'aimerais vous poser à tous, dans ce sujet très précis qui est celui de l'impact du développement durable, des nouvelles énergies, des énergies renouvelables sur le développement durable. Finalement, si on prend ce sujet en compte, Monsieur Dabla, l'électricité est un pilier du développement durable, mais ce n'est pas une fin en soi. Elle contribue également aux autres ODD. Quelle est votre vision aujourd'hui? Sur quels axes souhaitez-vous partager avec nous sur ce point et quelles sont finalement les initiatives concrètes que vous pouvez mettre en avant sur ce sujet? Monsieur Dabla. Okay, merci beaucoup, Monsieur Albrecht. C'est un plaisir pour moi de faire partie de ce panel. Et comme vous l'avez dit tantôt, je suis vraiment d'avis que l'énergie n'est pas une fin en soi, en fait. Et elle contribue à toutes les
toutes les ODD, les objectifs de développement durable que nous en avons 17. Et dans le cas du Togo, dans le cas des pays d'Afrique de l'Ouest, par exemple, où nous avons un gap assez conséquent en ce qui concerne l'accès, surtout dans les zones rurales, et contribue à l'amélioration des services d'éducation, des services de santé, aussi dans l'agriculture et aussi dans l'action climat. Il y a exactement plusieurs axes où on peut vraiment, l'accès à l'énergie peut contribuer. Et il y a, à travers les activités de l'IRENA, plusieurs engagements que nous avons au niveau sous-régional ou au niveau national contribuent dans ce sens aussi. Je peux développer encore un peu plus ici. Je vous en prie, avec plaisir, bien sûr. Oui, très bien. Donc, en fait, le Togo se trouve dans une région qui a la chance d'être vraiment bien coordonnée en ce qui concerne l'intégration sous-régionale à travers la CEDEAO et les institutions qui font partie en fait, de ce système de la CEDEAO, comme le centre et créer le centre pour les énergies renouvelables et l'efficacité énergétique, le West Africa Power Pool, à travers lesquels des actions pour vraiment partager et échanger les expériences entre les pays peuvent se mener. Donc, dans ce sens, nous travaillons pour l'appui à l'entrepreneuriat en collaboration avec nos collègues de l'ECRE, où nous essayons de travailler avec le secteur privé, oui, mais aussi les institutions financières, surtout locales, pour augmenter cette compréhension de ce domaine des élections qui est assez nouveau pour certains acteurs. Et c'est maintenant de faciliter cet échange afin d'aboutir à des projets concrets. Il y a aussi la certification des installateurs des énergies solaires, à travers lequel nous essayons de créer une sorte de régime assez uniforme dans la sous-région pour que les installateurs qui soient formés dans des pays où les capacités sont là puissent aussi aller partager leurs expériences et travailler dans d'autres pays de la sous-région. Au niveau maintenant à grande échelle, nous travaillons avec les institutions sous-régionales pour cet effort d'intégrer les réseaux électriques des différents pays afin de combler au manque d'électricité, au manque d'accès fiable à l'électricité que nous avons dans plusieurs de nos pays. Merci M. Dabla. On voit bien effectivement l'articulation entre les niveaux locaux. On y reviendra souvent d'ailleurs dans cette table ronde de ce jour, l'articulation entre le niveau local qui est très important, le niveau national et le niveau interrégional. Si on se passe du point de vue du PNUD, M. Dia, au-delà des sujets de gouvernance, des sujets de l'état de droit, des sujets de consolidation de la paix, aujourd'hui, de votre point de vue, dans les programmes qui sont menés par le PNUD, donc quelle est la place du renouvelable au profit donc du développement durable? Merci beaucoup. Je pense que c'est un sujet absolument important et intéressant compte tenu du contexte du Togo. Vous savez vous le savez mieux que moi, le Togo est un pays qui est résolument orienté vers l'émergence à travers le programme national de développement qui vient d'être revu avec une nouvelle feuille de route, maintenant sur un cap en 2025. Et surtout, le gouvernement, je crois, est très, très conscient de l'importance que l'énergie va jouer dans la réalisation de ce programme ou de ce plan national de développement. Mais il est évident, et je pense que ça, ils le savent très bien, il est évident aujourd'hui qu'il est même utopique de parler d'émergence et de développement si dans nos pays africains, ouest-africains, ici au Togo, on n'a pas cette maîtrise ou cet accès universel à l'énergie. J'ai l'habitude de dire aux gens, on parle beaucoup d'accès universel, par exemple, aux soins.
Mais c'est aussi valable aussi de parler d'accès universel à l'énergie, puisque si aujourd'hui les gens n'ont pas accès à l'énergie, il est utopique même de parler d'accès universel aux soins, par exemple, le mettant dans le contexte de la Covid, etc. Donc, du coup, je pense que le gouvernement en est très conscient, et c'est pour ça, d'ailleurs, je crois que vous l'avez rappelé tout à l'heure, il y a pas mal d'initiatives que le gouvernement a prises ces dernières années. Vous avez parlé de la politique d'électrification. Il y a énormément de choses que le gouvernement est en train de faire avec l'appui des partenaires techniques et financiers, dont le programme des Nations Unies pour le développement que j'ai l'honneur de diriger ici au Togo. Je vais en citer quelques, et juste pour dire aussi ce que nous sommes en train de faire avec le gouvernement. Nous sommes en train de travailler avec le gouvernement sur l'accès plutôt, puisque la stratégie énergie, accès à l'énergie, surtout au renouvelable, accès à l'énergie du PNUD, énergie renouvelable du PNUD, s'articule essentiellement autour de trois principes ou de trois objectifs majeurs. D'abord, c'est, comme on dit en anglais, close the energy gap. C'est vraiment faciliter ou faire de sorte que l'accès à l'énergie devienne une réalité, non seulement en milieu rural, mais aussi, non seulement en milieu urbain, mais aussi en milieu rural. Vous connaissez les statistiques mieux que moi. Si vous prenez le cas du Togo, par exemple, aujourd'hui, on parle de 45% de couverture énergétique, mais je pense qu'une bonne partie, je dirais 90% ou même plus, de cet accès à l'énergie se passe en milieu urbain. Vous prenez le monde rural, aujourd'hui, l'accès à l'énergie est autour de moins de 10%, en tout cas, de manière générale. Et pour nous, au PNUD, c'est une priorité. Comment faire pour que les populations en milieu rural puissent avoir accès à l'énergie? Puisqu'ils en ont besoin. Ils ont besoin aujourd'hui d'écouter la radio. Ils ont besoin simplement de charger leur téléphone, qu'ils ne peuvent pas faire. S'ils ne chargent pas leur téléphone, ils ne sont même pas en mesure de parler à leurs fils, à leurs filles qui sont à la capitale, par exemple. Donc ça, c'est simplement pour dire, aujourd'hui, il est utopique même de voir une personne qui n'a pas de téléphone. Et les téléphones marchent avec effectivement l'électricité. Donc, l'accès à l'énergie, pour nous, c'est une priorité et nous travaillons avec le gouvernement là-dessus. Et le gouvernement a effectivement mis en place un certain nombre d'initiatives. Vous connaissez bien l'initiative CISO, qui est une initiative lancée par le président de la République, qui cherche à donner des kits solaires en milieu rural, dans les ménages. Nous, au PNUD, ce que nous sommes en train de discuter avec le gouvernement, quand je suis venu, puisque l'énergie, c'est une de nos priorités, nous avons dit, nous pouvons accompagner cette initiative-là en sponsorisant 2000 ménages, par exemple, à bénéficier des kits solaires. Et nous sommes en train de travailler un peu là-dessus. Et nous, notre objectif, c'était de voir comment on peut d'ailleurs sponsoriser les ménages faibles ou les ménages dirigés par des femmes, par exemple, qui ont besoin d'avoir accès à cette énergie et qui n'ont pas. Ça, c'est un. Donc, l'accès à l'énergie, c'est absolument important. Donc, il faut absolument regarder toute la dimension off-grid. Et quand on parle d'off-grid, on parle de renouvelable, on parle de solaire. Malheureusement, dans des pays comme le Togo, l'éolien n'est pas encore très développé. Il y a quand même des études qui ont été faites, mais qui certainement ne recommandent pas. En tout cas, ce n'est pas quelque chose qui est à l'ordre du jour pour développer, par exemple, l'éolien dans un pays comme le Togo. Je disais tout à l'heure, est-ce que peut-être dans la région nord, qui est plus ou moins proche de la zone sahélienne, peut-être que c'est des choses qui peuvent marcher. Et il y a aussi l'hydroélectricité. Le Togo, comme vous le savez, importe beaucoup. Moi, je dis toujours, quand j'ai l'occasion de parler aux autorités, je dis il faut qu'on s'achemine vers l'indépendance énergétique du Togo. Le Togo importe beaucoup d'énergie du Ghana, du Nigeria et même de la Côte d'Ivoire. Et je pense qu'avec les actions aujourd'hui qui sont initiées par le gouvernement, par exemple, il y a une centrale qui est de 50 mégas, centrale solaire, qui est en train d'être installée à Blita avec les Émiratis, je crois. Il y a certainement des initiatives comme ça qui vont se multiplier pour les années à venir. Donc ça, c'est absolument important. Et nous essayons de travailler avec le gouvernement sur ça. Puisque de toute façon, comme j'ai l'habitude de dire, le développement, ça commence à la base. C'est au niveau des communautés qu'il faut essayer d'impulser la dynamique de développement. Donc, impulser la dynamique de développement, ça veut dire quoi? Ça veut dire effectivement, il faut que les populations en milieu rural puissent avoir accès
purement et simplement à l'énergie. Et dans ce cadre-là, le PNUD au Togo est en train de mettre en œuvre un projet important que nous appelons le projet des éco-villages. Et le projet des éco-villages, ça consiste à faire quoi? À simplement faire énormément de choses dans un village. On en a 7 aujourd'hui. On amène l'eau, on amène l'électricité, on met en place des mini-centrales solaires dans les villages. On met en place des plateformes multifonctionnelles pour permettre aux femmes, par exemple, de pouvoir transformer les produits, etc. Et donc, on fait du maraîchage, on fait de la conservation, etc. Donc, mais si on regarde les plateformes, les éco-villages que nous mettons en place, tout le dispositif tourne autour des mini-centrales solaires que nous mettons en place. Et aujourd'hui, notre objectif, c'est de voir comment on va démultiplier ces éco-villages. Nous sommes en train de parler à un certain nombre de partenaires pour qu'au-delà de 7 que nous sommes en train de faire aujourd'hui, qu'on puisse passer à une échelle de 400 éco-villages à travers le pays, avec des mini-centrales solaires, avec des activités génératrices de revenus pour les femmes, avec des plateformes multifonctionnelles, etc. Et en plus de cela, tout ce qui est lié à l'électrification publique, par exemple, c'est une question fondamentale. Et ça, nous avons aussi travaillé avec le gouvernement dans le cadre d'un projet qu'on appelle le Programme d'urgence pour le développement communautaire, PUDC, à installer, nous sommes en train d'ailleurs de le faire actuellement, 10 000 lampadaires solaires à travers tout le pays. Donc ça, c'est une initiative qui est en cours, c'est une initiative qui part du gouvernement que le PNUD est en train de mettre en œuvre aujourd'hui à travers le pays. Les autres aspects aussi sur lesquels nous sommes en train de réfléchir, c'est par exemple tout ce qui touche un peu aux pompes solaires, par exemple, pour l'agriculture et pour l'irrigation. Vous savez que l'une des priorités majeures, l'une des priorités importantes dans le cadre du PND et de la feuille de route, c'est l'agriculture. Parce que le gouvernement veut absolument transformer l'agriculture à travers les agropoles, par exemple, qui marchent très bien, à travers les zones d'aménagement agricole planifiées. Et pour cela, nous sommes en train de voir avec des partenaires du PNUD, des partenaires indiens, sur un peu la mise en place, en tout cas l'installation de pompes solaires au niveau de ces zones d'aménagement agricole planifiées, au niveau des APP. Et mes collègues sont en train aussi de discuter, par exemple, avec le ministère de l'Hydraulique, par exemple, le ministère de l'Eau, puisque simplement, nous avons tellement de forages. Aujourd'hui, le ministère nous dit qu'on a 11 000 forages à travers le pays. Mais tous ces forages, c'est des forages à motricité humaine. Et nous avons remarqué que les populations, maintenant, ne fréquentent plus les forages, puisque c'est très difficile de pomper l'eau, etc. Les vieilles mamans ne peuvent plus le faire. Donc, il faut attendre peut-être que si la famille a besoin d'eau, il faut attendre que les enfants rentrent de l'école pour aller au forage. Donc, le ministère nous disait, écoutez, est-ce qu'il n'est pas possible aujourd'hui de travailler à changer ces pompes à motricité humaine avec des pompes solaires carrément pour permettre à ces populations-là d'avoir l'accès à l'eau de manière précise. Donc, pour vous dire simplement que dans le cadre en fait de ce que nous faisons au Togo ici, l'énergie est une des priorités puisque nous sommes conscients que même dans le contexte de la COVID, nous allons d'ailleurs en 2021 lancer une initiative qu'on appelle Impact communautaire 2021, Impact communautaire 2030. Et là, nous voulons faire des actions concrètes au niveau des populations, au niveau des communautés. Et l'une des priorités pour nous, c'est de voir comment on peut amener l'énergie, l'électricité au niveau des communautés. D'ailleurs, nous allons lancer une initiative que le PNUD a lancée ailleurs dans un certain nombre de pays, ce qu'on appelle Solar for Health, par exemple, le solaire pour la santé. Dans des postes de santé, puisque nous allons en faire effectivement dans un certain nombre de localités à travers le pays, où nous allons installer des panneaux solaires pour pouvoir certainement conserver un certain nombre de médicaments, etc. Donc ça, c'est beaucoup d'initiatives que nous sommes en train de lancer, mais qui s'inscrivent dans la dynamique du gouvernement, qui s'inscrivent dans la stratégie d'électrification du Togo. Et je crois que, comme M. Dabla l'a dit tout à l'heure, il est absolument important, et je vais finir par ça, d'avoir une approche intégrée sous-régionale. Comme j'ai dit tout à l'heure, aujourd'hui, vous prenez le cas du Togo. Le Togo travaille en parfaite harmonie avec le Bénin, par exemple, à travers la CEB, par exemple, qui, en même temps, fournit de l'énergie au Togo, mais aussi au Bénin. Vous avez parlé un peu de l'espace CEDEAO, mais je pense qu'il faut absolument
que les gouvernements puissent renforcer davantage cette coopération au niveau sous-régional, ce qui va certainement permettre de pouvoir résorber ce déficit d'accès à l'énergie. Malheureusement, bon, je ne veux pas monopoliser la parole, il y a toute la dimension aussi d'efficience, d'efficacité énergétique. On sait qu'il y a tellement de déperditions, par exemple, le problème du transport, de l'énergie, c'est un gros problème en Afrique de l'Ouest. Ça aussi, certainement, il faut regarder ça. On perd tellement d'énergie. Prenez les bâtiments publics, par exemple, au Togo. Nous sommes en train de réfléchir avec le gouvernement sur les questions d'efficience ou d'efficacité énergétique, au moins pour les bâtiments publics, pour essayer simplement de pouvoir voir comment on peut régler ce problème-là. Donc voilà un peu en guise d'introduction assez long ce que je voulais dire. Certainement, on aura l'occasion de revenir dans les débats. Merci. Oui, effectivement. Je vous remercie, Monsieur Dia. On aura l'occasion de revenir sur ces sujets-là. Vous avez apporté deux, trois choses d'extrême importance, entre autres, tout est important. Trois choses d'extrême importance, mais qui interviennent aussi au niveau de nos autres panélistes. Monsieur Tokoro, on a finalement évoqué la dimension locale, régionale et subrégionale. Dans ce rôle-là, la SABER a quand même un ensemble de projets extrêmement intéressants. On peut parler de PRODER, de PROVES. Aujourd'hui, donc, quelle est votre vision et quelles sont les actions effectivement de votre organisation, justement, encore une fois, pour faire ce lien entre développement durable et énergie renouvelable? Monsieur Tokoro, vous m'entendez? Oui, et merci beaucoup, Monsieur Albrecht, de m'avoir donné la parole, et également merci aux organisateurs pour cette initiative que nous attendons depuis fort longtemps. Et comme vous l'avez énoncé, moi je suis Christian Tokoro, directeur des études et développement de projets au niveau de la SABER. Et la SABER est une structure qui est mise en place par les États. Et nous avons 15 États actionnaires, 14 de la CEDEAO et le Tchad qui fait le 5e pays, le 15e État. Et nous avons 6 autres institutions financières, dont la BOAD, la BIDC, le FAGAS au Bénin, et EcoBank et d'autres structures nigérianes. Donc, la SABER, sa vision initiale, la SABER a été créée par le constat qui a été fait déjà en 2008 sur les effets des changements climatiques et les impacts des produits que nous utilisons sur le climat commence par se faire sentir énormément à travers les mécanismes de développement propre qui ont été mis en œuvre. Et c'est là où la SABER a été créée et a pour vision principale de contribuer à l'accès à l'énergie pour tous, lutter contre les effets des changements climatiques en Afrique subsaharienne, créer les conditions d'émergence d'un marché des énergies renouvelables et de l'efficacité énergétique en Afrique subsaharienne. Donc, pour objectifs principaux, nous avons la SABER lutte efficacement pour la promotion et le développement des financements des projets d'énergie renouvelable et de l'efficacité énergétique, puisqu'on ne peut pas parler d'énergie renouvelable sans parler d'efficacité énergétique, donner des conseils au gouvernement, promouvoir le transfert de technologies dans le secteur des énergies renouvelables et mettre en place des mécanismes adaptés au financement des projets. Comme vous l'avez bien si dit, la SABER a commencé efficacement par implanter ces projets à partir de 2012, où déjà on avait eu à travailler avec l'État du Togo, je peux dire l'État togolais, où la SABER a monté un projet de 13 000 lampadaires solaires qui a été financé complètement par l'État togolais, totalement installé, fonctionnel à ce jour. Nous avons eu également à signer des conventions et on a monté des programmes régionaux pour pouvoir atteindre plus de pays. Donc, nous avons commencé par la commission de l'UOMOA, c'est-à-dire la commission de l'Union économique et monétaire ouest-africaine, où nous avons monté un programme au jour d'aujourd'hui avec un total de 50 milliards financé complètement par la commission de l'UOMOA en 4 phases. Donc, nous avons le PRODER, qui est le programme régional de développement des énergies renouvelables et de l'efficacité énergétique, qui est scindé en 2 phases d'environ 20 milliards pour chaque phase, ça fait 40 milliards. Et spécialement PRODER,
On avait commencé par le PRODER Volet 1. On a eu à installer des kits solaires au Togo dans 22 villages. Et on a débuté en 2013-2014 au Togo. Et on a fait également 19 systèmes d'adduction d'eau potable à travers les forages et pas de système de pompage photovoltaïque. Nous avons également introduit des lampes à basse consommation dans les édifices publics. Ça, c'est un programme de 4 milliards qui couvre les 8 pays de la commission de l'UEMOA, de l'espace UEMOA. Après ça, nous avons vu l'engouement et que la deuxième tranche, le Togo a gagné et le Togo a proposé pour sa part à ce qu'on mette environ les 2 milliards qui lui reviennent dans les mini-centrales solaires. Ce sont les mini-centrales d'Asukoko à hauteur de 250 kg, complètement sur batterie, avec 3 systèmes de pompage photovoltaïque avec des châteaux d'eau de contenance environ 20 mètres cubes chacun. Nous avons, par la suite, actuellement, nous avons commencé en 2016, nous avons initié un programme d'électrification rurale, toujours avec le Togo. Et c'était question qu'on allait avancer sur une quantité minimale de localités pour avoir de l'expérience avant de pouvoir l'atteindre. Et on avait commencé par 62 localités en 2016. Et c'est au cours de les activités que nous avons à faire, on a vu qu'il faut vraiment qu'on ait une agence nationale qui puisse coordonner toutes ces actions après les installations. Et d'où on a milité pour la mise en place d'une agence qui a abouti à la création de AT2R aujourd'hui. Et par la suite, AT2R a vu avec sa capacité qu'on pouvait élargir de 62 localités, on pouvait élargir ce projet jusqu'à 317, qui est en cours actuellement qui est en cours de procédure de passation. Donc, globalement, dans la sous-région, voilà, j'ai mis une action particulière sur le Togo parce que nous avons eu le séminaire tient compte surtout sur le Togo. Et parlant des kits solaires, on a eu à faire 1745 kits solaires, 242 lampadaires solaires dans le programme de la commission de l'UEMOA qui est différent des 13 000 lampadaires solaires faits pour le Togo. Et le système de microsol qui est actuellement dans le forum passé, il y a certains qui ont parlé de comment associer l'électricité à l'agriculture. Aujourd'hui, si on doit apporter l'électricité à la population rurale, qui a pour activité principale l'agriculture, il faut d'abord penser à comment coupler l'agriculture et l'énergie. Sinon, ils auront l'électricité, mais ils n'auront pas les moyens pour payer leur consommation. Donc, coupler les deux pour booster le rendement de leur activité génératrice de revenus, tout en pensant à toutes les autres couches et des formes de services à mettre en place. Donc, nous sommes dans ça, nous l'appelons programme Microsol UEMOA parce que c'est un partenariat qu'on a eu à développer, la Saber UEMOA et le groupe Schneider Electric de France qui a l'application avec qui nous travaillons sur ce projet. Donc, nous avons également eu à travailler en séparé avec l'État du Bénin où on a entrepris en 2014 par un programme de 105 mini-centrales solaires en site isolé, complètement sur batterie, et 15 000 lampadaires solaires dans près de 78 localités. Donc, tous les lampadaires sont installés, fonctionnels. Les mini-centrales solaires, on a eu à installer 60, entièrement réceptionnées, fonctionnelles également. Ceux qui connaissent le Bénin ont une idée sur ce que je dis. Donc, nous avons d'autres programmes en cours avec le Conseil de l'Entente. Là, le Conseil de l'Entente couvre 5 pays. Donc, nous aurons à installer au moins, pour commencer, des systèmes off-grid en mini-réseau, au moins 100 localités par pays. Donc, on a un programme de 500 localités à développer dans les jours à venir. On a déjà commencé le développement. Donc, voilà, en ramasser ce que nous faisons dans la sous-région et que vraiment, nous pouvons dire nos actions. Quand on a commencé, les gens n'en parlaient même pratiquement pas.
Maintenant, avec le système qu'on a introduit et autres, ça a réveillé un peu les consciences et ça a pris vraiment, nous avons salué l'initiative du Togo en 2018 en mettant en place cette loi vraiment qu'on a beaucoup attendu. Maintenant, nous restons en attente de son application réelle, puisque au cours de nos exercices, c'est bien la loi, mais il reste des choses à faire pour pouvoir encourager les intervenants dans le secteur. Tout à fait. Donc, voilà un peu en ramassé ce que j'ai eu à partager sur la SABER pour le moment. Merci, vraiment, merci. Monsieur Tokoro, merci pour cet exposé. On voit qu'il y a beaucoup de projets et beaucoup maintenant de réalisations concrètes. Monsieur Huard, on voit bien émerger de ces différents sujets des choses qui reviennent assez clairement. C'est la contribution finalement au développement notamment des localités qui sont en ruralité, voire en grande ruralité, et l'électrification comme un moyen de développement dans ces endroits-là, et notamment l'impact du solaire en la matière. Du coup, sur ces éléments-là, quelle est votre vision aujourd'hui sur les enjeux en présence? Ouais, merci beaucoup, Monsieur Albrecht, et merci à tous pour ces échanges déjà passionnants et pour m'avoir invité à participer à ce panel. Je suis très heureux d'être ici. Alors, je vais essayer très brièvement de rebondir, parce qu'il y a déjà beaucoup de choses qui ont été dites sur Général du Solaire. Pour ceux qui ne nous connaissent pas, et je pense que vous êtes nombreux, parce qu'on est une petite société, mais on est une société française spécialisée dans l'énergie solaire, et on est surtout présent donc en Europe et en Afrique de l'Ouest. Et nos activités en Afrique de l'Ouest s'appuient sur deux métiers principaux. Le premier, vous l'avez mentionné, c'est l'électrification rurale, et c'est un métier qu'on a développé depuis maintenant 3 ans. Et on a développé cette expertise qui nous permet d'aller installer et opérer des centrales solaires en site isolé dans des localités qui ne sont pas raccordées aux réseaux nationaux d'électricité. Et puis une deuxième activité qui est l'apport de solutions solaires pour des industriels qui peuvent être ou non raccordés au réseau, mais qui ont le souhait d'utiliser l'énergie solaire pour réduire leur facture d'électricité, qui peut être soit liée aux groupes électrogènes qu'ils utilisent et qui sont coûteux à opérer, soit lié aussi au coût tout simplement d'électricité fournie par le réseau et puis à son instabilité parfois. Alors, je serai très bref sur Général du Solaire, mais sur ces deux segments, on a juste quelques exemples. En Côte d'Ivoire, on est en train d'électrifier l'université d'Abidjan avec une solution solaire avec stockage qui permet de réduire, en fait, de proposer des vraies économies de facture d'électricité pour l'université. Et puis, au Bénin et au Togo, on est sur des programmes d'électrification rurale. Au Bénin, avec l'appui du Millennium Challenge, pour électrifier 12 villages, ça représente à peu près 60 000 habitants et c'est un investissement de 10 millions d'euros qu'on va déployer dans l'année qui vient pour construire toutes ces installations. Et j'y reviendrai un peu plus dans le détail après. Et puis au Togo, ça a déjà été brièvement mentionné, mais il y a un programme en ce moment de très grande qualité proposé par le Togo, l'Agence d'électrification rurale du Togo, la T2ER, et l'UMOA et la BOAD, pour électrifier plus de 300 villages togolais dans le cadre de la stratégie d'électrification du Togo qui s'appuie sur ces 3 piliers, les grandes centrales raccordées au réseau, l'électrification rurale par mini-réseau et les kits solaires. Donc nous, on s'inscrit là-dedans, on salue cette stratégie et on essaye d'y contribuer avec nos moyens pour démontrer que les investisseurs privés, les entreprises privées ont leur rôle à jouer là-dedans, et notamment dans l'énergie solaire, pour déployer ces solutions avec des capitaux privés. Et je pense que les capitaux privés sont indispensables si on veut pouvoir répondre à l'urgence de l'accès à l'électricité sur le continent. Et ça m'amène à les 3 messages que je souhaitais partager avec vous aujourd'hui. C'est premièrement le fait qu'il y a plus de 700 millions de personnes aujourd'hui qui sont privées d'accès à l'électricité et qu'on ne parviendra pas à tous les électrifier dans des délais raisonnables si on ne fait pas appel aux capitaux privés qui sont très abondants et qui ne demandent qu'une chose, c'est d'aller s'investir sur ce marché très prometteur de l'électrification du continent africain. Et je parle de capitaux africains, de capitaux venant aussi en dehors d'Afrique,
L'urgence, elle est là. Et c'est plus qu'une urgence, c'est une responsabilité. C'est 700 millions de personnes qui n'ont pas accès à l'électricité. Il y a une urgence, bien sûr, humaine, économique, sociale. Il y a une urgence climatique aussi, c'est-à-dire que la solution d'électricité qu'on va pouvoir apporter, il faut qu'elle soit décarbonée. Et le solaire répond à ça de manière parfaite, puisque c'est une énergie qui est décarbonée, qui est décentralisée, qui peut être déployée très rapidement. Quand on regarde les délais de développement, par exemple, d'un barrage hydroélectrique de plusieurs gigawatts, ça peut prendre des décennies, alors que des petites centrales solaires dans tous ces villages, ça peut aller très rapidement. Et donc, c'est à la mesure de l'enjeu. Le deuxième point, si vous voulez, c'est que par sa décentralisation même, l'énergie solaire répond à cet enjeu de développement durable. Je crois que ça a été dit, l'énergie n'est pas une fin en soi. Et en produire avec des énormes usines de production d'électricité, si jamais il n'y a pas l'écosystème autour pour utiliser cette électricité et créer du développement économique, n'a pas vraiment de sens. Et donc, en ce sens, le fait de pouvoir faire de l'électricité décentralisée grâce aux unités solaires au cœur vraiment des villages isolés permet de créer de l'emploi dans ces localités, permet de répondre à des besoins d'électricité dans ces localités, à créer du développement économique. Et pour faire tout ça, on n'a pas besoin d'attendre le développement des réseaux. C'est la grande force de ces unités qui peuvent fonctionner de manière vraiment autonome, c'est qu'on a vu trop d'exemples, et on en a vu, nous, un certain nombre, de centrales solaires qui se raccordent au réseau. On tire un câble, on se raccorde au réseau, et puis tous les villages autour restent non électrifiés. Et ça, c'est quelque chose qui n'est plus acceptable dans cette optique de développement durable qui doit être inclusif. Et donc, un exemple pour illustrer ça, le projet que nous faisons au Bénin, 12 villages électrifiés, 60 000 habitants, va créer énormément d'emplois dans la construction, dans la maintenance, mais aussi des emplois dans les activités génératrices de revenus. Ce qui a été évoqué, c'est qu'il n'y a aucun intérêt pour une entreprise privée à installer des usines solaires ou des mini-réseaux solaires dans ces villages s'il n'y a personne pour consommer l'électricité en face. Et donc, on accompagne également, ça fait partie du projet, la création d'activités génératrices de revenus qui vont permettre de consommer cette électricité et créer de la valeur et du développement économique et de l'emploi pour les populations. Donc, c'est vraiment gagnant-gagnant, si vous voulez. Sur ces 12 villages, un exemple, par exemple, il y a un village qui est au nord du Bénin où les habitants produisent du jus de mangue. Alors, jusqu'à présent, ils le faisaient avec des pressoirs manuels. En apportant la centrale solaire, on amène aussi les pressoirs électriques et donc, ils vont pouvoir faire davantage de jus de mangue. On amène également des groupes froids, des frigos, qui vont leur permettre de stocker le jus de mangue plus longtemps et de pouvoir le vendre à un meilleur prix, ne pas être dépendant, si vous voulez, de la production et de la perdition, finalement, du produit. Tout ça, c'est rendu possible grâce au solaire. Alors, le troisième message, et c'est sans doute le plus important, c'est que pour faire tout ça, il y a besoin d'une vraie collaboration, d'une vraie coordination entre les acteurs privés et les acteurs publics. Et les acteurs publics au sens large, c'est-à-dire à la fois les États, les agences de développement, les bailleurs multilatéraux. Trop souvent, on voit des phénomènes qui vont ralentir cette action alors qu'on partage un but commun. Par exemple, on va passer, nous, développeurs privés, 1 an ou 2 ans à chercher des villages et à développer des solutions pour ces villages, à faire toutes les études de faisabilité, à signer tous les documents qui nous permettent d'installer ces projets sur ces villages. Et puis, on va découvrir qu'il y a une banque de développement, une agence de développement qui a signé un accord avec un État pour électrifier ces villages de son côté. Il y a là une destruction de valeur considérable parce qu'en fait, on a chacun travaillé sur ces mêmes projets sans se coordonner entre nous. Donc, je pense qu'il y a un réel besoin d'une articulation entre les acteurs privés et les acteurs publics et d'éviter, dans la mesure du possible, que ce travail collectif des uns et des autres vire à la concurrence faussée avec d'un côté des projets subventionnés et de l'autre des projets qui ne bénéficient pas de subventions. Et je citerai un seul exemple. Vous avez des projets, je pense par exemple au programme Scaling Solar de la Banque mondiale, qui bénéficient de garanties, de subventions, de financements concessionnels et qui annoncent un prix du kilowattheure qui est extrêmement bas. Et c'est très bien. Le problème, c'est que tous les projets non subventionnés à côté prennent un coup d'arrêt
parce que les États, et très légitimement, s'interrogent sur le prix proposé qui n'est pas comparable. Donc, il y a là un besoin, je pense, de mieux travailler ensemble, je dirais, d'articuler les actions des uns et des autres pour concourir ensemble au but commun qui est évidemment l'électrification du continent. Et de la même manière que les acteurs privés ont besoin des prêteurs, des agences multilatérales et des agences de développement parce que tout ne peut pas être fait uniquement sur capitaux privés, mais réciproquement, les acteurs publics, les bailleurs, les agences de développement vont avoir besoin des capitaux privés, sinon on n'arrivera pas à électrifier toutes ces populations, ces 700 millions de personnes dans la décennie qui vient. Voilà, je m'arrête là, j'ai déjà été trop long, mais je serais ravi de rentrer plus dans le détail durant les échanges qui suivront. Merci beaucoup. Vous êtes en mute, Philippe. Merci Antoine. J'avais commencé par vous remercier pour les éléments que vous nous avez apportés sur ce sujet très précis justement et ce besoin de l'électrification des zones rurales par les énergies renouvelables notamment. La technicité, le savoir-faire, le fait de le savoir faire opérationnellement est très important. Et je suis ravi donc de recevoir parmi nous Madame Amine Abiliou qui nous a rejoint. Madame Abiliou qui fait partie donc de l'AT2ER qui justement est en charge de ce sujet. Madame Nabiliou, nous avions évoqué précédemment ces sujets-là ensemble. Aujourd'hui, quels sont les exemples concrets de réalisation justement dans cette dynamique qui sont réalisés par l'AT2ER au niveau de l'électrification en zone rurale? Bonjour à tous et merci pour cette opportunité qui est donnée à T2R de pouvoir aussi participer à ce forum. Donc, AT2R, je crois les prédécesseurs en ont parlé, c'est l'Agence togolaise d'électrification rurale et des énergies renouvelables, donc qui est créée opérationnelle depuis 2017 et qui est en charge de s'occuper de l'électrification des zones rurales et de la promotion des énergies renouvelables. Donc, aujourd'hui, avec une trentaine d'employés, nous avons eu déjà à réaliser certains projets. Donc, que nous serions chez nous en programme de promotion, de production de l'énergie et en programme d'électrification. Donc, l'énergie solaire, c'est une ressource qui est là, qui est disponible et qui doit être utilisée pour pouvoir arriver aux objectifs que le gouvernement s'est fixé, à savoir d'ici 2025, arriver à 115% d'électrification et d'ici 2030, arriver à 100%. Nous voulons électrifier tout le Togo. Donc, c'est une des missions essentielles qui a été confiée à l'AT2R. Et aujourd'hui, nous avons, hormis l'extension de réseau, parce que ce n'est pas le cadre actuellement, nous avons deux programmes majeurs. Nous avons les mini-réseaux et les kits solaires. Donc, pour faire un peu la genèse, en 2018, il y a eu une stratégie d'électrification qui a été lancée donc, par le gouvernement, comme je disais, qui veut atteindre 100% d'accès à l'électricité d'ici 2030. Et dans cette stratégie, nous avons eu à faire une analyse géospatiale et à identifier les zones qui doivent être électrifiées par mini-réseau. Donc, il y a un appel d'offres qui est en cours pour électrifier 317 localités par mini-réseau, ce qui concerne les localités qui ont une densité assez forte et qui sont éloignées du réseau électrique national. Donc, l'appel d'offres est en cours. L'étape de préqualification est déjà passée et ils sont à l'étape de DAO. Mis à part ça, nous avons le programme CISO. C'est allumé en langue Mina, donc qui a débuté depuis 2017, donc qui vise à distribuer environ 300 000 kits solaires dans les localités qui sont à faible densité de population, qui sont éloignées du réseau électrique national. Donc, aujourd'hui, nous sommes environ à 48 000 kits solaires installés par des entreprises qui ont été sélectionnées. Il y a B-Box, Moon, Solergy et Soleva. Donc, qui distribuent les systèmes, les kits solaires dans les localités à travers le pay-as-you-go. Donc, vous payez avec votre portefeuille mobile des paiements échelonnés. Donc,
Dans le cadre du programme CISO, donc du programme CISO, le gouvernement a aussi mis en place un chèque solaire CISO, qui vise à octroyer à chaque ménage rural un forfait mensuel de 2 000 francs pour le paiement de sa facture d'électricité. Donc, parce qu'après une évaluation, nous avons vu qu'un frein, malgré que nous proposons des produits de qualité, un frein, c'est le niveau de vie de la population. Allô, allô. Ah, Madame Nabiliou était coupée dans son élan. Peut-être faut-il que vous reconnectiez, Madame, si vous nous entendez. Merci à tous pour ces exposés qui sont extrêmement complets et précis, très éclairants, si je peux me permettre. Il nous reste une demi-heure pour continuer cet entretien et échanger maintenant ensemble. Et il y a encore des sujets d'importance à aborder. Quand on regarde la situation, Monsieur Dabla, finalement, dans les projets et les initiatives que vous menez, quelles sont les problématiques principales que vous rencontrez et finalement, quelles sont les actions que vous mettez en place pour les surmonter? On peut parler de besoins de ressources financières ou humaines, mais à votre niveau, quels sont les éléments que vous mettez en avant sur ce sujet, M. Dabla? Donc, merci beaucoup. Alors, comme vous l'avez mentionné, donc les initiatives de l'IRENA, à travers nous travaillons souvent surtout avec les différents gouvernements, les agences publiques et les autres entreprises ou autorités étatiques. Et ce que nous rencontrons souvent, c'est en fait ce manque de ressources humaines pour atteindre les objectifs que les pays ou les différents États se sont mis. Voilà. Et donc, ce que nous faisons dans ce sens, alors, c'est mettre en œuvre des programmes de renforcement de capacité qui couvrent plusieurs aspects. Donc, si nous prenons l'exemple de l'électricité sur réseau et cette intégration des énergies renouvelables sur toutes sources intermittentes, nous voyons qu'il n'y a pas assez d'expérience dans la sous-région. Et bien que voilà, l'intégration au réseau des énergies fossiles ou de l'hydroélectricité est bien là, il faut maintenant renforcer ses capacités des différents ingénieurs et, au niveau des sociétés d'électricité publique. Et nous avons lancé à travers notre initiative le West Africa Energy Corridor, ou le corridor d'énergie pour l'Afrique de l'Ouest, que nous mettons en œuvre avec les organisations sous-régionales. Un programme de capacité qui couvre deux aspects principalement. Donc, un aspect concernant le renforcement de capacité des sociétés d'électricité pour l'intégration au réseau, et aussi une autre activité qui couvre maintenant le développement des CAE, des conventions d'accès à l'électricité, entre les États et les développeurs privés, que nous mettons en œuvre avec les différents ministères et les autorités de régulation du secteur de l'électricité à travers les pays d'Afrique de l'Ouest. Aussi, nous travaillons sur un programme d'enforcement de capacité en ce qui concerne la planification à long terme, la planification des systèmes électriques à long terme, vu qu'on est tous d'accord qu'il y a le potentiel est là, surtout électrique, surtout solaire est là, mais comment est-ce que les pays peuvent planifier le déploiement de ces technologies dans le long terme, dans leurs systèmes électriques, en prenant en compte les différentes variables telles que le coût qui baisse, comme on le sait, donner un avis pour le solaire, et voir comment, à travers différentes modélisations, comment planifier ce système. Pour l'instant, ce que la majorité de nos pays font, c'est engager des consultants internationaux qui viennent et faire un travail pour eux. Mais maintenant, ce que nous essayons de faire, c'est de renforcer la capacité locale pour que les sociétés d'électricité
ou les autres acteurs nationaux soient capables de les faire eux-mêmes. Et aussi, il y a aussi voilà, les données énergétiques qui sont généralement là, mais qui ne sont pas voilà, collectées de manière assez coordonnée ou qui ne sont pas disséminées de manière à ce qu'elles contribuent vraiment au développement des différentes politiques ou de la planification elle-même. Donc, nous travaillons aussi avec les différents États à travers nos partenaires sous-région en Afrique de l'Ouest pour combler ce déficit. Voilà, merci. Merci, monsieur Dabla. Monsieur Tokoro, si on remet ces éléments en perspective, je ne sais pas si vous êtes avec nous, monsieur Tokoro. Pas pour l'instant. Donc, je vais revenir à vous, monsieur Dia. De la même façon, pour le PNUD aujourd'hui, quand on voit l'ensemble des activités que vous menez et la richesse des programmes que vous mettez en œuvre, hein, comme dans la dynamique togolaise, de votre point de vue aujourd'hui, finalement, quels sont les obstacles à cette dynamique et comment aujourd'hui vous voyez les moyens de surpasser ces obstacles? Ben, merci beaucoup. Je pense que Michel Huillard en a un peu parlé. Les obstacles majeurs, je pense que la plupart des pays, en tout cas dans lesquels nous travaillons, ce sont les investissements. Et je pense que c'est souvent un problème de mobilisation aussi de ressources pour les États de pouvoir financer un peu tout cela parce que ça quand même coûte de l'argent. Donc, du coup, souvent, bon, les pays ont besoin d'être accompagnés. Il y a énormément d'acteurs qui sont en jeu sur ces questions-là. Malheureusement, il n'y a pas souvent cette articulation-là entre les différents acteurs. Et ce qui fait qu'il y a une duplication un peu sur un certain nombre de choses, raison pour laquelle les États n'arrivent souvent pas à s'y retrouver. Souvent, on ne sait pas qui fait quoi, où. Et là, c'est vraiment un sérieux problème. Je pense qu'il y a énormément de choses à faire dans ce domaine-là. Donc, je pense que les investissements, c'est quelque chose d'important. Et pour cela, je crois que M. Huillard en a parlé, c'est d'être sûr que le secteur privé a un rôle important à jouer. Si vous prenez l'exemple du Togo, le PND, par exemple, le gouvernement a envisagé ou envisage toujours de mobiliser 60% des investissements du PND à partir du secteur privé, aussi bien national qu'international. Et je pense que, si je ne m'abuse, aujourd'hui, le secteur privé national togolais n'est pas à fond, n'est pas, disons, mobilisé à 100% sur les questions d'énergie renouvelable, etc. Peut-être qu'il faudrait voir comment renforcer un peu le secteur privé, comment les aider un peu à être beaucoup plus présents dans ce secteur-là, qui est un secteur porteur, aussi bien pour l'économie que pour les populations. Donc, je crois que ça, c'est quand même un aspect important. Et pour cela, nous, ce que nous faisons, c'est effectivement d'essayer de mobiliser le secteur privé. Le PNUD, dans plusieurs pays, fait ce qu'on appelle dérisquer, en fait, de-risking renewable energy investment, dérisquer un peu les investissements, parce qu'il y a quand même énormément de risques dans nos pays. Et ça, souvent, pour pouvoir motiver davantage le secteur privé, il est absolument important que l'investisseur qui arrive dans un pays trouve un cadre institutionnel, législatif et légal plus ou moins conforme à ses attentes. Qu'il n'ait pas peur d'investir. Et ça, à mon avis, c'est un travail énorme que le PNUD fait. Nous n'avons pas commencé vraiment à travailler sur ça au Togo, mais nous avons commencé à échanger avec le gouvernement sur ça. Dérisquer, mais pas simplement sur les questions d'énergie. Il y a un certain nombre de secteurs aussi sur lesquels nous sommes en train de voir comment on peut accompagner le gouvernement. Ça permet de mobiliser davantage de ressources, ça permet d'attirer davantage d'investisseurs sur ce domaine-là. Donc ça, c'est un. Le deuxième point que je voulais évoquer, c'est tout ce qui est lié à la maîtrise de la technologie elle-même. Et ça, vous le savez, c'est un gros problème dans la plupart de nos pays. On a beaucoup parlé de transfert de technologie, etc.
Aujourd'hui, on voit certainement des spécialistes sur les questions de panneaux solaires, par exemple, mais je crois qu'il n'y a pas encore cette masse critique-là de jeunes, en tout cas des spécialistes de ces questions. Et donc, il est absolument important de voir aussi l'aspect de la formation professionnelle, de la formation technique sur ces questions-là, de préparer un peu les jeunes, que ce soit les ingénieurs, les techniciens, à pouvoir maîtriser les outils, à pouvoir maîtriser cette technologie, de sorte qu'aujourd'hui, on n'aurait pas recours à l'extérieur pour effectivement réparer, par exemple, des batteries, retaper des panneaux, etc. Et ça, à mon avis, c'est un défi important. Et la formation est absolument importante là-dessus. Malheureusement, bon, les gens n'ont pas souvent la patience, n'ont pas souvent le temps d'accorder beaucoup de temps à la formation, mais je pense que c'est absolument important. Et je pense que maintenant, ce qui se fait de plus en plus dans certains pays, c'est que, par exemple, si des investisseurs privés arrivent pour, par exemple, pour travailler sur cette problématique-là, ou en tout cas installer des panneaux, qui travaillent avec des sociétés nationales. Et en même temps, ça leur permet de pouvoir être au courant, d'être formés, etc. Mais je pense que l'aspect de la formation est absolument important. Donc, mais comme je disais tout à l'heure, je crois qu'il y a des progrès énormes que les pays sont en train d'obtenir dans ce domaine-là. La coopération sud-sud est quand même devient de plus en plus actif. On voit, par exemple, moi, au Togo, je vois des entreprises ou en tout cas des sociétés sénégalaises qui viennent même au Togo essayer de travailler avec le gouvernement togolais, avec le secteur privé sur ces questions. La coopération nord-sud aussi est une coopération importante, puis c'est ça qui permet d'amener la technologie. Et je pense que ça, c'est vraiment des choses à encourager. Mais le goulot d'étranglement, comme je disais, c'est tous les aspects institutionnels qui ne sont pas encore au top, qui ne sont pas tout à fait... qui ne donnent pas encore toutes les garanties qu'il faut au privé. Et ça, certainement, il faut travailler dessus avec les gouvernements, avec le secteur privé. Mais surtout, l'autre aspect que j'ai évoqué plus tôt, c'est tout ce qui est lié à la collaboration, parce qu'il y a souvent quand même aussi une compétition qui ne dit pas son nom. Et ça, c'est au détriment des populations et c'est au détriment des gouvernements, puisqu'il y a souvent des duplications. Il faut certainement voir comment les différents acteurs autour de ces thématiques, autour de ces questions-là, puissent travailler ensemble pour avoir beaucoup plus d'impact. Parce que l'objectif, c'est quoi? L'objectif, c'est simplement d'aider les populations à avoir accès à l'énergie. L'objectif, c'est d'aider les gouvernements à pouvoir atteindre les objectifs qui se sont fixés dans l'objectif 7 des ODD. Et je pense qu'à la fin de la journée, c'est tout ce que nous recherchons. Donc, une collaboration franche est souvent souhaitée. J'espère qu'on va pouvoir y arriver. Merci. Merci, M. Dia, pour cet exposé. On voit bien le besoin, je reviens en arrière sur ce que vous avez évoqué, on voit bien effectivement le besoin d'avoir une nouvelle façon de collaborer avec le secteur privé. On voit aussi bien les besoins de financement. On reviendra par après, ça sera votre mot de fin finalement, c'est quelque chose qui est dédié aux jeunes, à qu'est-ce qu'on peut faire effectivement pour favoriser l'emploi et l'accès aux jeunes à ces filières. Mais on reviendra à chacun dans votre mot de la fin. On voudrait un peu garder un peu de temps là-dessus, il va nous rester un quart d'heure derrière. Je vais me faire taper sur les doigts si je ne tiens pas le timing, mais néanmoins, je pense qu'il y a des sujets extrêmement importants à aborder. Monsieur Tokoro, par exemple, justement dans le cadre de ces besoins de financement et du rôle du secteur privé. Aujourd'hui, est-ce qu'on n'aurait pas besoin finalement d'instruments financiers solides, d'instruments financiers qui permettent de porter ces nouveaux enjeux, par une dériscation par exemple? Ok, merci bien pour cette question-là. Je pense que, comme vous l'avez bien ciblé, le tour est fait par rapport aux différents obstacles que nous avons, parmi lesquels il y a un manque de mécanismes de financement adaptés à ce type de projet. Donc, il faut que nous y travaillions sérieusement parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas parler de la promotion et le développement des énergies renouvelables sans pour autant mettre en place des mécanismes qui doivent favoriser leur mise en œuvre. D'où, au niveau de la SABER, par rapport aux expériences que nous avons,
nous avons jugé opportun, on avait déjà commencé, nous avons créé la REF, qui est le fonds dédié aux énergies renouvelables qui est basé à Nairobi. Mais il s'est fait que ce fonds-là finance des gros projets, c'est-à-dire entre 10 et 50 mégawatts. Mais après, je rappelle que ce projet a été mis en place entre ABREC et la BAD. C'est les deux principaux initiateurs. Maintenant, on a remarqué que nous, en Afrique, on n'a pas forcément besoin des gros projets. Quand on parle de tranches de 10 à 50, que dites-nous de ce qui reste? Donc, c'est là où nous avons l'obligation de mettre en place un mécanisme financier pour pouvoir tenir compte de ces petits projets, surtout que nos localités, quand on parle des localités, on a plus d'environ 60 à 80% de population en zone rurale, mais en termes de marché énergétique, ça ne représente pas grand-chose. Donc, pour pouvoir atteindre nos objectifs, il faut aller en petits projets. Donc, il faut forcément que nous mettions en place des mécanismes adaptés à ces petits projets-là. Mon collègue, M. Antoine, a parlé d'un aspect vraiment crucial qui consiste à ce que derrière ces projets-là, il faut qu'on pense aux mécanismes de subvention pour pouvoir soutenir ce type de projet. Vous voyez un peu. Donc, il faut mutualiser les mécanismes pour que nous puissions en arriver là. C'est pour cela, moi, je fais appel surtout aux banques de développement régional d'impliquer les structures qui œuvrent dans ces domaines-là dans le cadre de leur réflexion de mobilisation destinée à ces acteurs. Nous avons entendu parler du projet ROGEP qui est piloté par la BOAD. Mais aujourd'hui, nous n'avons pas une visibilité claire. Parce que derrière ça, si nous avons l'instrument, il faut que nous puissions arriver à utiliser l'instrument qui est disponible. Sans quoi, il n'y aura pas, les objectifs fixés ne seront pas atteints. Donc, c'est ça, actuellement, nous sommes, on avait déjà commencé en 2015 par mettre en place une facilité régionale d'accès à l'énergie durable. La SABER et la commission de l'UOMOA, à travers la BOAD, et ce qui est en cours on est toujours sur ce dossier. On a commencé déjà les études qui vont aboutir à la concrétisation de cette idée-là. En dehors de ça, et dans l'autre webinaire, j'ai entendu parler de certains ont parlé de certains mécanismes qu'on doit mettre en place. Effectivement, quand vous regardez aujourd'hui ailleurs, il y a les investisseurs institutionnels qui sont fortement sollicités pour pouvoir venir participer à ce challenge-là. Donc, nous devons mettre en place des instruments qui puissent les absorber pour pouvoir aider les populations, vraiment, ou bien les secteurs et les opérateurs dans le secteur. Je rappelle que la SABER, son objectif principal, c'est de se constituer comme un pont entre les bailleurs et les opérateurs. Donc, nous sommes là, nous avons une idée sur ce que les bailleurs veulent et nous avons également un pied dans le secteur du développement. Donc, c'est d'aider les développeurs à pouvoir avoir accès au financement. Donc, nous sommes au milieu pour pouvoir jouer ce rôle-là, pour booster la promotion des énergies renouvelables. Donc, en fait, c'est un peu ça. J'avais pris une note lors de l'intervention de M. Dia au sujet des énergies, de l'énergie éolienne. Et j'aimerais dire à ce sujet que moi, depuis 2009, je travaille déjà sur un projet éolien, un parc éolien qui devrait être installé au sud du Togo, plus précisément dans la localité de Devego, dans la zone de Baguida, et qu'effectivement, par rapport aux données relevées sur les sites, on peut bel et bien installer des éoliennes au Togo.
Et le promoteur a eu à échanger tout dernièrement avec la Direction générale de l'énergie et une équipe de ECRE qui est dans la logique de mettre en place un corridor Afrique de l'Ouest, qui a eu à travailler avec ce porteur de projet, et il a considéré en ce jour que le Togo est suffisamment avancé dans la collecte des informations sur le vent. Donc actuellement, nous sommes dans cette dynamique-là pour pouvoir pousser le projet pour vraiment arriver à sa faisabilité. Donc, c'est cette précision-là que j'aimerais porter à la connaissance de M. Djadipnud. Et je ne sais pas, il y avait question aussi de renforcement de capacité. Il y a un aspect qui est un peu camouflé et que certains n'arrivent pas à décupler. Au fait, quand nous parlons des énergies, tout de suite, certains on pense comme quoi c'est un problème technique. Mais derrière ça, il y a plus que technique. Parce qu'aujourd'hui, quand on voit le niveau de formation de nos frères, de nos jeunes actuellement, ils sont assez outillés pour qu'avec une petite mise à jour, ils vont accéder à la technicité de la chose. Mais de l'autre côté, nous avons remarqué au jour d'aujourd'hui que nous n'avons pas des analystes financiers dédiés au projet. Parce que quand on parle d'analystes financiers, ce n'est pas les banquiers. Il y a les analystes financiers qui ne traitent que de projets. Nous avons ce manque-là. Nous n'avons pas assez de juristes qui traitent de projets. Nous avons beaucoup de juristes, ce ne sont pas les juristes qui gèrent les fonciers qui vont venir nous aider à développer les projets. Aujourd'hui, si vous avez un contrat d'électricité, il y a peu d'Africains ou bien je ne sais pas si ça existe, qui interviennent dans les contrats. Maintenant, aujourd'hui, si vous avez un contrat d'électricité mal ficelé, ça veut dire qu'à la fin de compte, en tant que porteur de projet, ou bien le Togo, si je prends l'exemple du Togo, qui n'a pas un avocat concrètement qui puisse défendre le contrat qui sera mis en place avec les multinationales, bien ceux-là qui vont venir opérer, travailler sur le projet, ça veut dire qu'au finish, les discussions seront biaisées et on est parti pour un sujet gagnant-gagnant, mais le Togo va sortir perdant. Donc, moi, j'appelle vivement à ce qu'on puisse regarder ces aspects principaux. Analyse financière de projet pour bien ficeler les projets, pour faire un bon montage financier et regarder les juristes qui vont vraiment regarder le côté contrat. Qu'est-ce qu'on doit mettre? Puis au finish, c'est ça. Donc, je pense que c'est les points là que j'aimerais mettre sur la discussion. Et que de l'autre côté, quand on parle de choses, dans nos pays, par exemple, vous allez voir qu'il y a certaines institutions avant d'autres. Et que les dernières, là, quand ces institutions n'étaient pas mises en place, celles qui étaient là jouaient le rôle. Maintenant, quand on découpe, si on dédouble, c'est-à-dire que si je prends un exemple, je prends au niveau du Togo, par exemple, si la direction générale jouait le rôle de l'électrification de choses, comme il n'y avait pas d'agence, si la direction générale jouait le rôle d'agence avant, comme il y a l'agence, on doit avoir les tests qui déclarent clairement que doit faire la direction générale de l'énergie, que doit faire l'agence, que doit faire l'autorité de régulation du secteur de l'électricité, ainsi de suite. Et on saura que c'est une complémentarité pour ne pas engendrer au sein d'un même groupe une concurrence qui ne dit pas son nom. Donc, il faut aussi, pour cela, il faut clairement définir le rôle de tous ces acteurs sur le plan national. Bien entendu, pour pouvoir réussir les projets, nous avons les bailleurs de fonds qui sont là, il y a le pouvoir public, il y a aussi les privés. Donc, d'une manière ramassée, voilà un peu ce que j'ai eu à présenter. Et je vous remercie bien, M. Albrecht. C'est moi qui vous remercie, M. Tokoro, pour l'exhaustivité de ces points. Finalement, vous avez abordé un certain nombre de points qui faisaient notre conclusion, donc je vais en déduire quelque part que c'était votre mot de la fin pour qu'on reste dans
dans les normes temporelles qu'on s'est données. Mais dans les sujets que vous avez évoqués, il y en a plusieurs qui sont importants. Il y en a deux, en fait, Antoine Huard, que j'aimerais bien que vous puissiez aborder avec nous. Il y en a, le premier, effectivement, c'est ce rôle du régulateur dans un objet de stabilisation de ce qui va faire l'apport financier, le rapport public-privé. Ça, c'était le premier point. Quel est votre point de vue là-dessus? Et le deuxième point, qui est le point de conclusion pour chacun ensuite, c'est votre entreprise aujourd'hui, finalement, comment contribue-t-elle à la filière de formation et à l'emploi des jeunes sur cette filière? Voilà les deux points que je souhaitais que vous puissiez apporter en conclusion. Tout à fait, merci beaucoup. Et je vais essayer d'aller vite vu le timing. Le rôle du régulateur, c'est évidemment un rôle essentiel. Et quand je dis régulateur, c'est au sens large. Vous avez bien sûr les agences de régulation et vous avez le rôle de l'État dans la fixation du cadre réglementaire et qui va permettre cette régulation. Et je crois que là-dessus, il y a un choix à faire entre deux visions qui tendent à s'opposer. La première qui serait de dire le régulateur, c'est-à-dire l'État et cette agence de régulation vont vraiment aller définir quels projets ils veulent. Et donc, par exemple, ils vont mandater des consultants qui vont aller chercher des terrains, sélectionner des terrains, faire les études. Et puis, à un moment donné, ils vont faire un appel d'offres pour ce projet en particulier. Et là, viendront se positionner des gens qui savent construire des centrales, et puis une fois qu'ils ont construit, ils s'en vont, ou des gens qui vont investir dans ces centrales, etc. Mais l'autre vision qui me paraît beaucoup plus conforme aux objectifs et à l'urgence, c'est une vision dans laquelle il y a beaucoup plus de latitude laissée au secteur privé. C'est-à-dire que le régulateur définit les besoins. Par exemple, on veut X%, 50% d'énergie renouvelable à l'horizon 2030 dans le pays. Ensuite, définit les zones. Par exemple, on veut surtout de l'électrification. Enfin, un peu la stratégie qu'a mis en place le Togo, si vous voulez. Je reviens là-dessus, mais c'est pour moi l'exemple parfait. C'est le Togo n'a pas été jusqu'à nous dire j'ai sélectionné tel terrain, allez faire une centrale ici. Non, ils ont dit on veut des grandes centrales dans telle zone, et au sens large, on veut des mini-réseaux pour les zones qui ne sont pas raccordées, et on veut des kits solaires là où il n'y a même pas la possibilité de faire des mini-réseaux. Et ensuite, le secteur privé peut aller librement développer ces projets là-dedans. Et je pense que c'est ça qu'il faut bien avoir en tête, c'est le rôle du développeur qui est souvent complètement oublié. Or, c'est les développeurs qui prennent les risques d'aller initier des projets. Et la grande frustration qu'on a, c'est de voir que par des défauts de régulation, vraiment, on se retrouve dans des situations où les développeurs sont découragés. Vous passez des années à développer un projet et puis tout d'un coup, il y a un projet qui, par manque de régulation, est imposé d'en haut par le secteur public ou par un bailleur qui fait que tous vos efforts sont réduits à néant et vous décidez de ne plus développer de nouveaux projets et d'attendre en fait que le régulateur lance ses appels d'offres. Et cet attentisme du secteur privé, c'est une catastrophe. Donc, il faut absolument envoyer des signaux positifs pour les développeurs en disant « vous êtes les bienvenus ». Venez développer vos projets et on va créer un cadre qui va vous permettre d'éviter toute concurrence faussée et tout effet d'aubaine. Là-dessus, je dirais que le paradoxe, et je conclurai là-dessus sur cette première question, c'est que vous avez d'un côté si vous voulez, des acteurs qui disent, et je l'ai entendu durant cette table ronde, et c'est très vrai, de dire on manque d'argent, ça coûte de l'argent de faire tout ça et on n'a pas les moyens. Et de l'autre, vous avez des investisseurs privés qui croulent sous les capitaux, je pèse mes mots, et qui disent on voudrait investir dans l'électrification du continent africain, mais on ne trouve pas de projet. Et là, je pense qu'il y a un vrai problème et que ce paradoxe-là, c'est le nœud manquant, le chaînon manquant de tout ça, ce sont les développeurs de projets qui peuvent aller développer des projets avec leurs propres fonds, c'est-à-dire que c'est le métier qu'on fait nous, on investit dans du développement de projets, de sorte que les investisseurs puissent venir investir dedans et que finalement, ça sauvegarde des ressources publiques qui sont des denrées rares et que ces ressources publiques, au lieu de les investir dans des projets qui peuvent susciter l'appétit du secteur privé, arrêtons de faire ça et investissons-les dans des segments qui ne suscitent pas l'appétit du secteur privé, comme par exemple, ça a été évoqué, le développement des réseaux, le développement des renforcements de capacités, la formation. Ça a été évoqué que le secteur privé ne s'implique pas assez dans la formation. Voilà des endroits où l'argent public pourrait s'investir au lieu d'investir dans des projets directement qui finalement font concurrence au secteur privé, alors que c'est là des endroits où on peut déjà trouver beaucoup de capitaux privés qui souhaitent s'investir. Alors, je conclus là-dessus. On pourrait en parler des heures, hein, mais ça a été évoqué aussi par M. Dia tout à l'heure. Je souscris à tout ce qui a été dit sur le dérisking.
Cet argent public, qui est une denrée rare, le régulateur devrait imposer qu'il soit utilisé pour du dérisking plutôt que pour de l'investissement. C'est-à-dire, par exemple, si vous avez 1 milliard à dépenser en tant qu'acteur public, mettez-le en garantie des contrats plutôt qu'en investissement direct dans des centrales. Il y a une règle simple à se souvenir. 1 milliard en investissement direct, vous faites 1 gigawatt solaire, je parle en milliards d'euros, vous faites 1 gigawatt solaire, 1 milliard en garantie, vous en faites 13 fois plus si ce milliard est utilisé pour garantir, par exemple, une année de chiffre d'affaires. Donc, voilà des choses très simples à mettre en place et qui existent déjà dans certains pays, et simplement, avec un peu de collaboration régionale, réussir à déployer ça partout, ça a été évoqué, c'est très important. Je manque de temps, donc je m'arrête là. Sur la formation, pour conclure, c'est un point essentiel, et là, ça rejoint ce que je disais sur le secteur privé, c'est que l'avantage de s'appuyer sur le secteur privé pour faire des projets d'électrification, c'est que le secteur privé a intérêt, vu que c'est lui qui met l'argent, il a intérêt à ce que ces projets fonctionnent. Et nous, quand on investit dans une centrale solaire, on a intérêt à ce qu'il y ait de la main-d'œuvre qualifiée, formée pour l'entretien de cette centrale solaire, parce que si elle n'est pas là, on aura investi dans quelque chose qui a toutes les chances de ne plus fonctionner au bout de 5 ans. Donc, on va former, nous-mêmes, prendre l'initiative de former et de qualifier des gens, ce qui, premièrement, est une nécessité économique pour nous, et deuxièmement, contribue à une responsabilité évidemment sociale de toute entreprise qui veut pouvoir exister dans cet écosystème. Et donc, je citerai un seul exemple et je conclurai là-dessus, c'est que par exemple, on a un projet je l'ai mentionné en introduction, sur l'université d'Abidjan. On a installé une centrale solaire avec stockage pour alimenter les serveurs des supercalculateurs et des data centers de l'université. Et on permet à tous les étudiants, à tous les professeurs, de faire des activités pédagogiques sur cette centrale dans le cadre de leur formation. C'est-à-dire qu'ils assistent à la construction, ils assisteront également à toutes les activités de maintenance pendant toute la durée de vie du projet et pourront à terme même intervenir dessus, tout ça en étant encadré bien sûr par les professeurs et par les techniciens informés, mais ça contribue à leur formation de manière concrète et de manière, je pense, beaucoup plus efficace que des formations trop théoriques dans des tableaux noirs, dans des salles de classe, si vous voulez. Il faut les deux, et je pense qu'un cas concret comme ça dans des universités, c'est quelque chose qui peut être fait. Et donc, toute entreprise qui fait des projets doit pouvoir mettre à disposition son projet pour faciliter la formation, parce que c'est dans son intérêt. Je m'arrête là et je vous remercie à nouveau pour votre attention et ces discussions passionnantes. Merci, Monsieur Huard, pour votre vision, votre partage et ces exemples très concrets. Sur cet aspect tout à fait fondamental, justement, de la formation. Madame, nous évoquions ensemble, Madame Nabiliou, le fait qu'effectivement, ça pouvait passer également par une formation des jeunes qui pourrait être un peu plus précoce, voire même par une façon de repenser l'enseignement au Togo, voire même par une réforme. Du coup, quels sont vos axes de réflexion sur ces points-là, Madame Nabiliou? Merci beaucoup. Donc, comme nous avions discuté, c'est important, les énergies renouvelables, qu'on puisse l'introduire depuis les classes les plus basses, au primaire, on puisse parler, évoquer des notions, parce que aujourd'hui, comme M. Tokoro l'a dit, quand on dit énergie renouvelable, les gens pensent que c'est seulement ingénierie, c'est le côté technique, mais au niveau de la T2R, nous travaillons, avec le secteur privé sur des partenariats publics-privés. On voit qu'on a besoin de juristes, on a besoin d'informaticiens aussi qui maîtrisent le domaine parce que c'est le géospatial, les réseaux connectés. On a besoin de financiers qui maîtrisent l'analyse financière. Donc, c'est vraiment important, une communication, déjà une réforme vraiment dans le secteur de l'enseignement, que les sociologues, que chacun puisse savoir que ce que je suis en train de faire, ça peut avoir un lien avec les énergies renouvelables. Et des forums comme ceux-ci qu'on organise, où les jeunes peuvent s'informer, ça aussi, ça joue un rôle. Donc, toujours dans le cadre de nos projets, nous avions déjà commencé parce que nous avons vu que il faut former la main-d'œuvre pour pouvoir arriver à ces objectifs que nous avions fixés. Donc, l'année passée, dans le cadre du programme CISO, on a eu à former 3000 techniciens sur le montage et l'installation des kits solaires. Et actuellement, dans notre programme de production, il y a la centrale solaire de Blita qui est en train d'être construite actuellement, c'est 50 MW crête. Et il y a des jeunes qui sont sur le terrain pour apprendre du développeur comment monter les systèmes.
Donc, nous intégrons vraiment pour tous les privés qui vont venir, qu'il y ait un partage d'expérience. Donc, je crois c'est important de l'évoquer. Le Togo veut, d'ici 2025, arriver à 50% de capacité installée en énergie renouvelable. Donc, disons environ 200 MW de capacité solaire. Et nous allons ajouter aussi l'énergie hydroélectrique. Et peut-être pour revenir pour d'autres aspects qui ont été évoqués que nous trouvons importants, c'est par rapport à la participation du privé. Donc, dans notre stratégie, c'est clair, on ne peut pas le faire seul. Environ 1 000 milliards de francs CFA, il faut que le privé, il y a une place qui est réservée au privé et sur tous nos projets, que ce soit mini, réseau, kit solaire ou centrale solaire, nous faisons appel au privé à travers des partenariats. Et il y a aussi les mécanismes de financement basés sur les résultats, le RBF, que nous avons un peu expérimenté avec l'appui de la GIZ pour aider les privés à aller dans les localités rurales éloignées pour distribuer les équipements solaires productifs, les pompes solaires et les réfrigérateurs solaires. Et dans le cadre de l'appel d'offres sur les mini-grids, il y aura aussi ce système de financement basé sur les résultats. Donc, c'est un aspect important. Et la dernière chose, certains l'ont évoqué ici, c'est la synergie. Il faut avoir tous les acteurs du secteur. Il y a certains qui étaient là avant AT2R, AT2R arrive. Comment coordonner les choses sur le terrain parce qu'il faut que chacun puisse jouer son rôle. Moi, je me dis que si aujourd'hui l'éolien n'est pas assez vulgarisé, c'est que nous attendons des institutions de recherche, qu'on fasse plus d'études, qu'on puisse maîtriser. Est-ce que c'est la biomasse? Est-ce que c'est tel? Donc, tel que le solaire, c'est facile, ça a été déployé. Chacun a son rôle à jouer, les institutions de recherche et même les communautés rurales que nous devons accompagner, comprendre leurs besoins, les acteurs privés, tout le monde a son rôle à jouer pour que nous puissions atteindre des objectifs. Okay. Merci beaucoup. Merci Madame pour ce mot de conclusion. Monsieur Dabla également en conclusion, dans cette logique finalement qui est la promotion des jeunes dans ce secteur, le fait qu'on veuille aussi avoir un barycentre qui se déplace plus vers le secteur privé, finalement il y a deux axes. C'est comment est-ce qu'on peut d'abord apporter un support à l'entrepreneuriat, d'une part, et puis deuxièmement, effectivement, et dans un axe de formation sur l'ensemble de la chaîne de valeur. C'est bien les réflexions autour desquelles vous êtes dans votre mot de fin. Exactement. Et je pense que ça a été dit au cours de cette discussion. Pour faciliter cette inclusion des jeunes dans le développement des énergies renouvelables, il faut cette formation tout au long de la chaîne de valeur, à commencer par la conception du projet jusqu'à la fin, jusqu'à la décommission des projets et tout ce qui a en temps. Mais aussi, ce qui est un aspect qu'on n'a pas assez discuté dans ce panel, je pense aussi, c'est le rôle des acteurs financiers, surtout locaux. Et comment est-ce que les ressources financières qui sont dans le pays, qui sont là, peuvent être dirigées plus vers l'appui au secteur privé local pour développer les projets. Parce que si on parle du rôle du gouvernement en Afrique, je disais la dernière fois, les gouvernements contribuent beaucoup plus en moyenne au financement des énergies renouvelables que la moyenne mondiale. En Afrique, ça tourne autour de 36%, alors que la moyenne mondiale est autour de 16% pour les finances publiques dans les énergies renouvelables. Il faut libérer cette masse financière vers la création de cet environnement propice qui couvrira la formation des jeunes pour que ces jeunes puissent se diriger vers le secteur privé plus tard, avec l'appui maintenant des acteurs financiers locaux qui auront aussi besoin maintenant de ce renforcement de capacité là, parce que le secteur des énergies renouvelables n'est pas nécessairement un secteur dans lequel ils sont habitués, qui est toujours considéré comme un secteur, le facteur risque, on en a parlé, qui est toujours perçu comme risqué. Il faut démystifier cela. Donc, ce sera mon merci. Je vous remercie, Monsieur Dabla. Donc, finalement, on voit bien qu'on est dans une sorte de
filière qui est quand même en forte croissance, qui annonce comme un avenir radieux, qui est vraiment un axe de développement clairement aujourd'hui. Monsieur Dia, je vous donnerai finalement le mot de la fin. Votre message effectivement sur cette filière de formation, ce que ça peut développer au niveau du développement local, au niveau du développement national. Comment aujourd'hui le PNUD l'aborde et comment vous concluez sur ce point? Merci beaucoup. Je pense que tout a été déjà dit, mais simplement pour dire, c'est absolument... En fait, le PNUD a été connu comme étant l'agence du système des Nations Unies depuis sa création, qui s'occupe des questions de renforcement de capacité de formation au niveau des gouvernements. Depuis toujours, nous l'avons fait, depuis toujours, nous avons accompagné cela. Et de plus en plus, d'ailleurs, nous essayons déjà de travailler avec... par exemple, au Togo, nous faisons énormément de choses avec les universités. Je dirais les deux universités publiques togolaises, l'université de Lomé et l'université de Kara. Par exemple, nous travaillons beaucoup sur la question de la maîtrise du numérique et de ce qu'on appelle la mutation, la révolution digitale des universités togolaises. Et de révolution numérique et digitale des universités togolaises. Et là, c'est un appui conséquent que nous apportons à ces universités-là. D'ailleurs, dans les semaines à venir, je dois faire une communication à l'université sur le rôle de l'université dans le processus de développement. Et ça, c'est absolument important. Regardez, si vous regardez aujourd'hui dans les pays africains, 90, ou je dirais 98% des chercheurs en Afrique, c'est des gens qui sont employés par le secteur public. Il est très rare de voir des chercheurs qui travaillent dans le secteur privé, qui essaient de faire de la recherche dans le domaine privé, par exemple, avec des entreprises privées et tout. Ils sont plus à l'université en train de faire des choses. Mais je pense que c'est cela qu'il faut changer. Il faut regarder en plus aussi, je crois que les collègues l'ont déjà dit, mais toutes les questions les besoins en formation. Les besoins en formation, par exemple, il y a peut-être 10 ans, personne n'avait pensé enseigner la technologie solaire à l'université. Aujourd'hui, ça devient une priorité dans les universités. Il faut absolument qu'on puisse revoir nos curricula d'enseignement au sein des universités, même au-delà des universités. Il y a les grandes écoles d'ingénieurs aussi qui certainement ont commencé à regarder ces questions-là. Donc, la formation est fondamentale. Un jour, je discutais avec le ministre de l'Enseignement supérieur du Togo et je lui disais, Monsieur le ministre, est-ce qu'aujourd'hui, si le Togo veut envoyer une personne dans l'espace en 2045, est-ce qu'on y pense? Est-ce qu'aujourd'hui, si le Togo veut envoyer un satellite de communication dans l'espace en 2035, est-ce qu'on y travaille? Est-ce qu'on commence à penser à ces questions-là? Et c'est des questions fondamentales qu'on doit regarder d'ores et déjà, maintenant et tout de suite. Et dans nos pérégrinations intellectuelles avec le ministre, on s'est dit, mais pourquoi ne pas peut-être mettre en place ce qu'on pourrait appeler l'Institut togolais du futur, par exemple. Un Institut togolais du futur où, certainement, on va réfléchir et travailler sur des problématiques de l'énergie, sur des problématiques d'intelligence artificielle, sur des problématiques de robotique, etc., pour former les jeunes, pour aider les jeunes à embrasser ces filières-là. Et je pense que ça, c'est des idées que, effectivement, nous sommes en train de voir et de mettre en place avec le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche, mettre en place un dispositif ou une plateforme comme ça qui va permettre simplement aux jeunes Togolais de pouvoir s'intéresser à ces questions-là, en amenant l'expertise à leur disposition et surtout les aider à se former sur des domaines de connaissances scientifiques, d'ingénierie financière très pointus, que peut-être ils auraient besoin d'avoir une bourse, d'aller à Cambridge ou d'aller à Dauphine ou, je ne sais pas moi, d'aller aux États-Unis pour découvrir. Pourquoi on ne pourrait pas apporter cette expertise-là à la disposition de la jeunesse togolaise? Et je vais conclure par ça pour dire simplement, nous, on travaille beaucoup sur l'emploi des jeunes au Togo. Nous sommes en train de mettre en place un réseau d'incubateurs, ce que nous appelons au Togo les Nunya Lab. Nunya, en langue locale, ça veut dire connaissance. Donc, c'est des laboratoires. En fait, c'est des plateformes que nous mettons en place pour accompagner les jeunes qui viennent avec des idées, qui veulent monter des startups. On fait du coaching. Il y a beaucoup de formation qui est faite à ce niveau-là. Nous avons déjà mis en place un de ces labs, un de ces incubateurs à Lomé.
Ça a été bien apprécié par le gouvernement. Et les plus hautes autorités de ce pays nous ont demandé pourquoi ne pas le faire dans les 5 régions du pays. Cette année, on va encore faire un, et l'année prochaine, on va faire les 3 autres régions qui restent à l'intérieur du pays. Donc, c'est pour créer un peu ces plateformes-là d'échange, d'interaction, pour un peu booster l'entrepreneuriat des jeunes, en plus de tout ce que nous faisons pour accompagner, par exemple, des institutions publiques sur l'emploi des jeunes, etc. Mais encore une fois, je pense que la formation sur ces domaines de connaissances beaucoup plus pointus et devient de plus en plus une urgence et une nécessité pour nos gouvernements et pour qu'on puisse davantage, ensemble, investir là-dessus, que ce soit les partenaires techniques et financiers, les partenaires au développement comme nous-mêmes, le secteur privé qui vient investir aussi, parce qu'ils ont besoin d'avoir de la main-d'œuvre qualifiée sur place. Et ça, c'est absolument important qu'on prenne ça en compte dans nos projets et dans nos initiatives à venir. Merci. Merci, monsieur, pour ce mot de la fin qui finalement tombe très bien dans le titre de ce forum qui finalement s'appelle l'énergie renouvelable et l'emploi des jeunes, les énergies renouvelables. Je vais vous remercier tous pour votre contribution, vos échanges extrêmement précis et concrets. Pour moi, c'était un plaisir d'animer cette table ronde et je vous dis donc à tous à très bientôt. Au revoir, très bonne soirée. Peut-être si vous avez un petit temps pour rappeler le programme de demain très rapidement. Nous parlerons demain très tôt de la transition énergétique au niveau des territoires et des villes durables. Et donc, la question de l'implication des collectivités territoriales, comment est-ce que ça se conçoit. Donc, on aura des techniciens et puis des experts qui vont nous parler de la thématique. À 14h30, l'investissement durable pour l'après-Covid, comment financer les projets de développement en faveur de la transition énergétique. On aura également des acteurs qualifiés de la question qui vont nous parler. Et puis, pour finir à 17h, économie sociale et solidaire et énergie renouvelable. Quelle opportunité pour quel projet dans des cadres structurants. Donc, c'est pour demain. Si vous avez le temps, n'hésitez surtout pas à vous connecter. C'est toujours un plaisir de vous revoir. Merci et bonne soirée chez vous. Merci, bonne soirée.